Salut tout le monde et bienvenue dans ce décryptage. Bon, on pourrait penser que la reproduction d'une chèvre, c'est basique. Eh bien, détrompez-vous. Leur horloge biologique est en fait d'une complexité absolument fascinante. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça de manière hyper simple et dynamique en s'appuyant sur des données vétérinaires très précises. Prêts à découvrir les coulisses du cycle de vie de cet animal étonnant? C'est parti! Au menu de cette analyse, 1. Le cycle de reproduction. 2. La gestation et l'accouchement. Et 3. On terminera sur les particularités biologiques. On va littéralement voyager de la saison des amours jusqu'aux bizarreries les plus folles de leur biologie. D'ailleurs, petite question pour vous. Saviez-vous qu'une chèvre peut tout à fait produire du lait sans jamais s'être accouplée et sans jamais avoir été gestante? C'est un truc de fou, non? Ça a l'air de complètement défier les lois de la nature. Mais pour comprendre comment une telle magie est possible, on doit d'abord reprendre les bases. Alors plongeons direct dans notre première partie, le cycle de reproduction, et plus précisément cette fameuse horloge biologique. En jargon scientifique, on appelle ça être polyoestrienne saisonnière. Pour faire simple, imaginez que la chèvre possède une horloge interne qui se réveille quand les jours raccourcissent. En gros, c'est la baisse de luminosité en automne, dans nos régions tempérées, qui fait office d'interrupteur. Mais attention, la nature adore faire des exceptions. Par exemple, les chèvres anglo-nubiennes ou les chèvres pygmées s'en fichent un peu des saisons. Elles peuvent faire des petits pratiquement toute l'année. Ce qui est vraiment super intéressant quand on regarde ces chiffres, c'est la vitesse à laquelle tout ça se met en route. Regardez, la saison des amours, c'est globalement de septembre à mars. Et la puberté arrive super vite, vers 5 mois à peine. Les mâles sont déjà d'attaque pour un premier accouplement entre 4 et 6 mois. Côté femelle, on préfère quand même attendre entre 7 et 18 mois. Ensuite, ce fameux cycle des chaleurs, qu'on appelle le cycle œstral, tourne en boucle tous les 19 à 21 jours chez les laitières, et c'est un poil plus variable pour les chèvres pygmées. Alors oui, la lumière, c'est le bouton on principal. Mais ce n'est pas tout. La température qui chute à l'approche de l'hiver, la qualité de ce qu'elle mange, tout ça joue un rôle. Et le détail génial, il suffit parfois juste d'amener un mâle physiquement dans les parages pour déclencher instantanément les chaleurs chez les femelles autour. Un vrai coup de pouce de la nature. Je vous rassure, toutes ces infos sortent directement de la littérature vétérinaire. Et un fait vraiment curieux ressort de tout ça, on ne peut absolument pas bloquer les chaleurs d'une chèvre de façon simple ou médicamenteuse, sauf si elle tombe enceinte. C'est un processus naturel que vous ne pouvez juste pas mettre sur pause. Du coup, si vous débutez avec ces animaux, il faut absolument savoir repérer ces chaleurs. Physiquement, ça ressemble à quoi? Eh bien, la queue s'agite dans tous les sens de manière frénétique, la vulve a tendance à gonfler un peu, et surtout, préparez vos oreilles. Elles se mettent à beuler de façon hyper bruyante et répétitive. Et là, attention, c'est super important. Un novice pourrait vraiment croire que sa chèvre souffre atrocement vu le boucan qu'elle fait. Mais pas du tout, c'est un comportement 100% normal. Mais que se passe-t-il une fois que le compte à rebours de la gestation est lancé? Ça nous amène à la section 2, la gestation, l'accouchement et ce fameux contrôle hormonal. Pour vous donner une idée précise, une gestation dure en moyenne exactement 150 jours. Et tout ça commence juste après l'ovulation qui se pointe pile poil 24 à 36 heures après le tout début des chaleurs. C'est réglé comme du papier à musique. Maintenant, pendant ces 150 jours, toute la grossesse tient grâce à une petite structure ovarienne qu'on appelle le corps jaune. Et c'est là que la magie opère pour les éleveurs. En utilisant des hormones spécifiques appelées prostaglandines, on a littéralement une télécommande biologique. Ces hormones agissent comme des clés maîtresses. Elles peuvent soit stopper une gestation, soit déclencher la naissance de manière totalement programmée. Et ça illustre parfaitement comment on gère ça concrètement sur le terrain. C'est un outil de dingue pour les éleveurs. En gros, on fait une petite injection de prostaglandine tard le soir. Paf, ça lance un compte à rebours de 36 heures. Résultat des courses, les petits vont naître le matin, 2 jours plus tard. Ça permet à l'éleveur d'être sur place, bien réveillé, avec la lumière du jour pour aider s'il y a le moindre pépin, au lieu de se retrouver en pleine nuit au fond de l'étable. Bon, jusqu'ici, la mécanique est super bien huilée. Mais que se passe-t-il quand la biologie décide de faire un peu n'importe quoi? On passe à notre troisième et dernière section, les particularités biologiques. Alors là, on rentre dans le vif du sujet avec le pseudo-hermaphrodisme ou l'intersexuation. C'est fascinant. Imaginez une chèvre qui a exactement le même bagage génétique qu'une femelle tout à fait normale, c'est-à-dire les chromosomes 60XX. Sur le papier, c'est une femelle. Mais physiquement, la génétique s'en mêle les pinceaux et l'animal va développer un mix de caractéristiques mâles et femelles, comme un clitoris hypertrophié ou même l'apparence d'un petit pénis. Et là, vous vous dites, mais d'où ça vient?
Eh bien, pour faire très simple, c'est une conséquence inattendue de l'élevage. En fait, le gène dominant qui fait que certaines chèvres naissent naturellement sans cornes est physiquement attaché sur l'ADN à un gène récessif qui cause cette condition intersexuée. En clair, si vous croisez deux parents qui n'ont pas de cornes, vous augmentez carrément le risque d'avoir des chevreaux intersexués. C'est donc de voir comment un trait physique voulu peut en cacher un autre. Il y a aussi une autre anomalie, beaucoup plus rare, qu'on appelle les frimartins. En gros, ça arrive quand une petite femelle est dans le ventre de sa mère, avec son frère jumeau, et que leur placenta fusionne. Chez les vaches, c'est un gros problème. Mais la super nouvelle avec les chèvres, c'est que la grande majorité des femelles nées jumelles ou triplées avec des mâles s'en sortent sans aucun souci et naissent parfaitement normales. Ce qui nous ramène direct à notre fameuse question du début, comment une chèvre qui n'a jamais vu de mâle peut-elle se mettre à donner du lait? Regardez bien, voici ce que disent exactement les manuels vétérinaires là-dessus. On appelle ça des laitières précoces. Parfois, de toutes jeunes chèvres, ou même des femelles d'un an, se mettent spontanément à produire du lait. C'est super contre-intuitif, mais la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire. Surtout ne la trayez pas, car en général, le lait finit par se résorber tout seul pendant l'hiver. On intervient en vidant le pis à fond pour éviter la mamite, uniquement si l'animal a vraiment mal. Ensuite, il faut vite réduire leur ration d'énergie, de protéines et de verdure fraîche pour calmer un peu cette usine à lait improvisée. Et pour couronner le tout, voici un fait médical complètement fou. On a des médicaments d'habitude très efficaces pour bloquer la lactation, comme la cabergoline. Chez ces chèvres, ça ne marche pas. Pas du tout. Leur production de lait est tellement têtue qu'elle résiste littéralement aux traitements chimiques classiques. En bref, l'horloge biologique de la chèvre, c'est un vrai chef-d'œuvre de la nature. C'est un mix incroyable entre l'influence des saisons, une mécanique hormonale réglée à la seconde près et des bugs génétiques complètement improbables. Quand on voit comment cette biologie résiste parfois même à notre médecine moderne, ça laisse rêveur. Quels autres secrets la biologie de nos animaux de ferme nous cache-t-elle encore? On y réfléchira la prochaine fois. Abonnez-vous pour plus de vidéos simples et éducatives.